les chercheurs ont mis au jour le plus vaste réservoir d'eau de la chaîne des Cascades, dans l'Oregon. Dissimulé sous terre, il renferme un volume d'eau représentant plus du double de celui du lac Mead. Pour être précis, il contient au minimum 81 km3 d'eau, soit l'équivalent de près de 162 000 milliards de bouteilles. À raison d'une bouteille par jour, il vous faudrait environ 484 milliards d'années pour en venir à bout. Il n'est donc guère surprenant que cette découverte suscite tant d'enthousiasme. S'étendant sur environ 1100 km, de la Californie du Nord jusqu'à la Colombie-Britannique, la chaîne des Cascades abrite l'aquifère le plus vaste au monde. Les Hautes Cascades, situées en Oregon, sont constituées de roches volcaniques plus récentes, âgées d'environ 8 millions d'années, tandis que les Cascades occidentales, bien plus anciennes, remontent à 45 millions d'années. Elles se distinguent par leur profond canyon. Les chercheurs se sont penchés sur la zone de transition entre ces deux formations, afin d'analyser la circulation de l'eau au sein de la roche et d'étudier l'évolution des processus volcaniques au fil du temps. Dans le cadre de cette étude, ils ont relevé les températures des roches à différentes profondeurs. C'est ainsi qu'ils ont fait la découverte de cet immense aquifère souterrain. En principe, la température des roches augmente avec la profondeur, car elles se rapprochent du noyau terrestre. Pourtant, dans certaines zones, elles restent étonnamment stables, même à de grandes profondeurs. Ce phénomène indique la présence d'eau circulant à travers la roche et la refroidissant. En d'autres termes, les cascades agissent comme un château d'eau naturel, retenant puis libérant progressivement l'eau vers les rivières. Ces découvertes géologiques revêtent une importance capitale pour deux raisons. D'une part, elles révèlent une réserve d'eau souterraine susceptible de devenir une ressource stratégique pour l'avenir. Toutefois, son évolution et sa capacité à résister aux transformations environnementales demeurent incertaines. Il est donc indispensable de mener des recherches approfondies afin d'en assurer une gestion efficace et pérenne. Par ailleurs, l'activité volcanique est également influencée par ce phénomène. Lorsque l'eau s'infiltre profondément et atteint le magma, elle se vaporise instantanément, générant une pression extrême pouvant provoquer des éruptions explosives. Une meilleure compréhension du volume d'eau retenu dans la roche permettrait d'anticiper ces éruptions et d'évaluer les risques qu'elles engendrent. Bien que cette découverte soit fascinante, elle soulève encore de nombreuses interrogations. Par exemple, comment cette eau circule-t-elle dans la roche volcanique? Quelle part est réellement exploitable? Ce réservoir étant alimenté par les précipitations et la fonte des neiges, une succession d'années sèches pourrait autant affecter l'approvisionnement en eau que la stabilité du volcan. Les chercheurs s'emploient à mieux cerner l'ampleur de ce phénomène afin d'en assurer une gestion responsable. Penchons-nous maintenant sur la chaîne des Cascades, une véritable merveille géologique. Imaginez un imposant massif montagneux s'étirant de la Californie du Nord à la Colombie-Britannique, traversant l'Oregon en son cœur. Rien que dans cet état, il s'étend sur 420 km de long et jusqu'à 150 km de large, couvrant près de 44 000 km², soit une superficie excédant celle des 9 plus petits États américains. Ce qui rend cette chaîne encore plus impressionnante, c'est que la partie qui se trouve en Oregon a été essentiellement façonnée par des volcans et renferme au moins un réservoir d'eau prisonnier des roches volcaniques. Elle doit son existence à la zone de subduction de Cascadia, où la plaque tectonique Juan de Fuca, un fragment de croûte terrestre situé sous l'océan Pacifique, s'enfonce progressivement sous l'Amérique du Nord. En plongeant, cette plaque subit des températures et des pressions extrêmes qui expulsent l'eau contenue dans la roche océanique. Ce phénomène abaisse le point de fusion du manteau terrestre, favorisant ainsi la formation de magma. Celui-ci remonte ensuite et alimente les volcans des Cascades. Ce processus s'inscrit dans la ceinture de feu, vaste réseau volcanique entourant le Pacifique, et illustre la dynamique permanente de ce gigantesque système géologique. Les cascades de l'Oregon se divisent en deux ensembles distincts, les cascades occidentales et les hautes cascades, qui présentent des caractéristiques très différentes. Les cascades occidentales, la partie la plus ancienne, se sont formées il y a environ 45 millions d'années. Elles se distinguent par un relief escarpé, profondément creusé par les cours d'eau, certains canyons atteignant jusqu'à 1100 mètres de profondeur. Autrefois le siège d'une intense activité volcanique, cette région a depuis été façonnée par l'érosion, qui en a progressivement remodelé le paysage. À l'inverse, les hautes cascades sont nettement plus récentes et bien moins érodées. Il y a environ 8 millions d'années, l'activité volcanique s'est déplacée, entraînant de nouvelles éruptions qui ont comblé d'anciens canyons et adouci le relief. L'accumulation continue de lave a empêché les rivières de creuser des vallées aussi profondes
que dans les cascades occidentales, conférant à cette zone un aspect plus homogène. Ainsi, lorsqu'on compare ces deux régions, l'une apparaît fracturée et chaotique, tandis que l'autre semble plus uniforme et édifiée par les éruptions successives. C'est dans les hautes cascades que se trouvent certains des volcans les plus emblématiques de l'Oregon, notamment le mont Hood, le mont Jefferson, les Three Sisters et le Crater Lake, ce dernier étant issu de l'effondrement du mont Mazama après une gigantesque éruption. Contrairement aux petits volcans qui surgissent brièvement et crachent un peu de lave avant de disparaître en quelques années, ces vastes centres volcaniques sont actifs depuis des millénaires. Et en raison de leur grand âge, ils abritent des systèmes magmatiques d'une grande complexité. Ils produisent une large variété de magmas, allant du basalte, une lave fluide et rapide, à l'andésite, la dacite et la rhyolite, cette dernière étant responsable des éruptions les plus violentes. Ainsi, si certains volcans se contentent de laisser échapper des coulées de lave, d'autres sont susceptibles de provoquer des explosions d'une ampleur dévastatrice. Un autre aspect fascinant de ces volcans à la longévité exceptionnelle est que leurs chambres magmatiques souterraines conservent leur chaleur extrêmement longtemps. C'est d'ailleurs ce qui fait des cascades l'un des meilleurs sites pour exploiter l'énergie géothermique. Une immense réserve de chaleur repose juste sous la surface, attendant d'être utilisée. Sans oublier le réservoir d'eau volcanique des cascades, dont l'avenir pourrait bien révéler des usages encore insoupçonnés. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les cascades appartiennent à la redoutable ceinture de feu, la zone la plus explosive de notre planète. Imaginez un gigantesque arc en forme de fer à cheval, encerclant l'océan Pacifique sur environ 40 000 km. Il s'agit de l'une des régions les plus actives du globe, où les plaques tectoniques de la Terre se déplacent sans cesse, s'entrechoquant et s'enfonçant les unes sous les autres. Ce processus est à l'origine de séismes d'une puissance inouïe, d'éruptions volcaniques majeures et de la formation de profondes fosses océaniques. La ceinture de feu suit les lignes de contact entre plusieurs plaques, parmi lesquelles on trouve les plaques eurasiennes, nord-américaines, Juan de Fuca, Cocos, Caraïbes, Nazca, Antarctique, indienne, australienne et philippine. Elles encerclent à elles toutes la vaste plaque pacifique. Ces plaques ne restent jamais immobiles. Elles se déplacent continuellement, s'affrontant ou glissant les unes sous les autres au niveau de leurs frontières, connues sous le nom de failles. Ce mouvement engendre une diversité de phénomènes spectaculaires. Des fosses abyssales aux volcans en passant par des séismes dévastateurs. Un des exemples les plus impressionnants de cette activité tectonique est la fosse des Mariannes, située à l'est de Guam. Avec une profondeur de 11 km, elle est la fosse océanique la plus profonde du globe. Elle résulte d'un phénomène appelé subduction, dans lequel une plaque est contrainte de plonger sous une autre, s'enfonçant progressivement dans le manteau terrestre. La fosse des Mariannes reste l'un des lieux les plus énigmatiques sur Terre. D'une profondeur vertigineuse, elle est soumise à une pression écrasante et à une obscurité totale, ce qui a longtemps laissé penser que la vie y était impossible. Pourtant, des formes de vie ont été découvertes dans ces abysses. En 2005, des chercheurs ont mis en évidence l'existence de minuscules organismes unicellulaires dans le Challenger Deep, le point le plus profond de la fosse des Mariannes. Ils ont également observé d'étranges concombres de mer, ainsi que des formations rocheuses aux teintes inattendues. De plus, la fosse abrite des cheminées hydrothermales, véritables sources chaudes sous-marines, où l'eau, malgré des températures extrêmes et une acidité redoutable, parvient à soutenir des formes de vie insolites et microscopiques. La ceinture de feu est également à l'origine de 90% des séismes mondiaux. Certains des tremblements de terre les plus dévastateurs de l'histoire y ont eu lieu, notamment le séisme de Valdivia au Chili en 1960, qui détient le record du plus puissant jamais enregistré, avec une magnitude de 9,5 sur l'échelle de Richter. Mais l'activité sismique n'est qu'un aspect du phénomène. Cette zone concentre également près de 75% des volcans de la planète. Certaines des éruptions les plus marquantes de l'histoire y ont pris naissance, à l'image de la terrible explosion du Tambora en Indonésie. En somme, la ceinture de feu figure parmi les régions les plus hostiles du globe. Pourtant, elle demeure une source intarissable de fascination. Qui sait quelles découvertes majeures les scientifiques y feront encore, à l'image du gigantesque aquifère identifié dans les cascades. Devinez quoi? Un immense océan pourrait se dissimuler sous nos pieds, enfoui entre 400 et 650 km de profondeur. Il serait même plus vaste que tous les océans de surface réunis. Des chercheurs, à l'écoute des séismes qui secouent les profondeurs terrestres,
ont constaté que ces vibrations ralentissaient en traversant certaines zones du manteau, signe possible de la présence d'eau. Grâce à des simulations et à des expériences, ils ont ainsi révélé l'existence d'un océan souterrain, mais il n'a rien de commun avec celui que vous imaginez. Sa nature est bien plus déroutante. Le manteau forme une épaisse strate située entre la croûte terrestre et le noyau. Il se compose d'un manteau supérieur, d'un manteau inférieur et d'une couche énigmatique entre les deux, appelée zone de transition. Dans sa partie supérieure, l'on rencontre souvent un minéral remarquable, l'olivine, nommé ainsi pour sa teinte vert-olive. Ce minéral supporte aisément les températures extrêmes et prospère dans la lave. Il ne se contente pas d'y survivre. Il représente près de la moitié du manteau supérieur. On le découvre à la surface grâce aux volcans, car lorsqu'ils projettent leur magma, les minéraux qu'ils renferment remontent avec lui. En refroidissant et en se solidifiant, ce magma engendre des roches ignées, où les minéraux se cristallisent progressivement. L'olivine est l'un des premiers minéraux à se cristalliser. Sa forte concentration dans le magma favorise la formation d'une multitude de cristaux. Certains demeurent minuscules, tandis que d'autres croissent jusqu'à devenir aisément visibles. Les plus grands sont récoltés pour la joaillerie ou pour d'autres usages, comme la fonte des métaux. Mais en descendant plus profondément dans la terre, à près de 400 km, l'olivine subit d'étranges transformations. Nous atteignons alors la mystérieuse zone de transition, où la pression s'intensifie et la chaleur devient extrême. L'olivine s'y transforme en deux roches splendides, la wapsléite et la ringwoodite. Tout comme l'olivine, elles apparaissent parfois à la surface grâce à l'activité volcanique. Ces pierres, d'un bleu-vert lumineux et au lustre vitreux, sont rares et de petite taille. On ne peut donc les exploiter en bijouterie et on les étudie principalement en laboratoire. Elles possèdent par ailleurs une propriété singulière. Leur structure leur permet d'absorber l'eau, un pouvoir que l'olivine ne possède pas. Il ne s'agit pas d'humidité réelle pour autant, mais d'une capacité à retenir les éléments constitutifs de l'eau, hydrogène et oxygène, dans leur réseau cristallin. Ceux-ci peuvent représenter jusqu'à environ 3% de leur masse. Ces deux minéraux jouent pourtant un rôle colossal dans la géologie terrestre. Ils influencent à la fois la conductivité électrique du manteau et sa viscosité, autrement dit sa capacité à s'écouler. Ces propriétés modifient la convection mantelique, la tectonique des plaques et même l'activité volcanique. Sans ces cristaux microscopiques, notre planète serait méconnaissable. Elle pourrait être presque entièrement submergée. Seuls quelques sommets émergeant des flots. Ils nous permettent aussi de mieux comprendre le comportement de l'eau dans son ensemble. La zone de transition se distingue par son caractère hydraté. C'est là qu'intervient une récente découverte majeure, l'existence d'un vaste réservoir d'eau souterrain. En étudiant le comportement de l'eau à de telles profondeurs, les scientifiques ont observé qu'à mesure que la ringwoodite, chargée en eau, s'enfonce vers le manteau inférieur, elle commence légèrement à fondre. Ce processus lui permet de libérer une partie de son eau, qui se retrouve ensuite piégée dans les profondeurs plutôt que de circuler librement. Toutefois, cette eau n'existe ni sous forme liquide, ni solide, ni gazeuse. Elle demeure chimiquement liée aux structures minérales environnantes. Il ne s'agit donc pas d'un océan au sens traditionnel du terme, mais d'une immense réserve aquifère enfouie. Cette découverte est capitale, car elle bouleverse notre compréhension du cycle hydrologique terrestre, révélant que l'eau circule aussi à travers des zones cachées au plus profond du globe. Une autre révélation fascinante au sujet de l'eau est qu'elle pourrait exister sous un mystérieux quatrième état de la matière. Nous la connaissons sous ses formes solides, liquides et gazeuses, mais soumise à des pressions extrêmes dans des espaces infimes, elle adopte un état inédit appelé effet tunnel. Ce phénomène a été observé dans un minéral nommé béryl, au sein duquel se trouvent de minuscules canaux hexagonaux, d'à peine 5 atomes de largeur. Ces canaux se comportent comme de petites cages, capables de piéger des molécules d'eau isolées, à l'instar de la wapsléite et de la ringwoodite. Dans ces conditions extrêmes, les molécules d'eau ne suivent plus les lois de la physique classique, mais celles plus étranges et subtiles de la physique quantique. Le phénomène de tunnel quantique permet à certaines particules d'exister en plusieurs lieux à la fois ou de traverser des obstacles théoriquement infranchissables. Imaginez une balle qui, au lieu d'escalader une colline, se retrouve de l'autre côté, comme si elle l'avait traversée. Les atomes d'hydrogène présents dans le béryl se comportent de manière comparable à ces petites balles.
Normalement, chacun d'eux occuperait une position bien définie. Mais lors de l'expérience, les chercheurs ont constaté qu'ils apparaissaient simultanément à plusieurs endroits. Ensemble, ils formaient un motif rappelant deux anneaux ondulants, comme si les molécules d'eau s'étaient étalées en une forme circulaire diffuse. Cet état inédit de l'eau, jamais observé auparavant, transforme notre compréhension de son comportement sous conditions extrêmes et ouvre de nouvelles perspectives pour la biologie. L'ensemble de ces découvertes pousse les chercheurs à repenser l'origine véritable de l'eau terrestre. Élément vital à toute forme de vie connue, elle recouvre environ 71% de notre planète et compose également l'essentiel du corps humain. Comprendre comment l'eau apparaît dans l'espace et sur d'autres mondes pourrait donc nous guider dans la recherche de la vie extraterrestre. Selon l'une des principales hypothèses, lors de la formation de la Terre, les matériaux s'agrégeant pour constituer la planète contenaient déjà de l'eau, ou du moins les éléments nécessaires à sa création. La Terre prit forme il y a environ 4,5 milliards d'années. Sous l'effet de la gravité, notre planète naissante se constitua peu à partir de poussière, de gaz et de roches en orbite autour du jeune Soleil. Ces éléments s'assemblèrent progressivement pour engendrer les planètes du système solaire. Or, les régions internes de ce nouveau système étaient alors brûlantes. Bien trop pour que l'eau subsiste à l'état liquide. Elle se serait immédiatement évaporée dans l'espace. Toutefois, il est possible qu'une partie de cette eau ait été enfermée dans les roches primitives ayant bâti la Terre. Certains de ces blocs de construction contiendraient même davantage d'hydrogène que l'ensemble de nos océans actuels, ce qui expliquerait la présence d'eau jusque dans les profondeurs terrestres. Plus tard, l'activité volcanique aurait pu libérer cette eau emprisonnée sous forme de vapeur, qui se serait alors condensée avant de retomber sous forme de pluie, remplissant notre jeune planète de mers et de lacs. Une autre hypothèse suggère qu'après la formation de la Terre, l'eau aurait été apportée par des visiteurs cosmiques gorgés d'humidité, tels que les comètes et les astéroïdes venus s'écraser sur notre planète. Jadis, le système solaire interne était un lieu tumultueux et chaotique, à l'image de notre chaîne. Ha 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 ha! Lorsque les planètes géantes modifièrent leurs orbites, un effet en chaîne s'ensuivit, connu aujourd'hui sous le nom de grand bombardement tardif. Cette période vit une pluie de blocs glacés s'abattre sur les planètes internes, dont la Terre. Pendant longtemps, les scientifiques crurent que cet épisode, accompagné de l'impact des comètes, avait constitué la principale source de notre eau. Toutefois, l'analyse chimique révéla que l'eau des comètes différait sensiblement de celle de nos océans. En revanche, l'eau contenue dans certains astéroïdes présentait une composition quasi identique à la nôtre. Certains échantillons renfermaient même des traces de matière organique. Il se pourrait aussi qu'une planète voisine nous ait prêté main forte. Il y a environ 4,5 milliards d'années, un astre de la taille de Mars, baptisé Theia, serait entré en collision avec la Terre. Ce choc cataclysmique fit fondre une partie du manteau terrestre et engendra la formation de la Lune. Peut-être Theia apportait-elle également de l'eau. Enfin, il n'est pas exclu que la Terre ait produit la sienne. Selon les lois de la chimie, l'hydrogène aurait pu réagir avec la roche en fusion des immenses océans de magma primitifs pour donner naissance aux premières mers. Il est d'ailleurs possible que tous ces scénarios soient avérés et que l'eau terrestre provienne de plusieurs sources. Ceci rend nos recherches plus ardues, mais révèle à quel point l'eau se montre versatile dans l'univers.